Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec mon podcast Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders RH qui impactent le monde du travail à leur façon, grâce à leur audace ou par leur business. Bonjour, je suis Simonie Devec. Aujourd'hui, DRH externalisés part-time, j'aide les dirigeants et RH à engager et fidéliser les équipes. Comment offrir la meilleure expérience collaborateur où chacun puisse s'épanouir et performer. Vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Belle écoute! Bonjour, je reçois dans cet épisode Catherine Ferrari-Simon, ancienne DRH de Critizer et Scaleway. Nous avons parlé de stratégie RH et du rôle parfois complexe de DRH en start-up scale-up. Catherine nous a livré les challenges auxquels se confrontent les DRH, gardiens de la culture, et nous a également donné quelques conseils à destination des dirigeants. Merci Catherine pour ce partage et belle écoute. Hello Catherine, Bonjour. bienvenue sur mon podcast Connecting Leaders. Alors Catherine, tu es DRH, enfin tu as une expérience de DRH, mais je vais quand même te demander de te présenter sous l'angle que tu souhaites. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Simonie. C'est un plaisir d'être là avec toi. Donc, enchantée, je suis Catherine. Je viens de New York, mais j'ai vécu déjà 15 ans, je crois, de ma vie en Europe. Plus récemment à Belgrade, en Serbie, où j'ai monté une filiale d'une boîte tech suisse de transformation digitale qui s'appelait Namix, maintenant achetée par Merkel Densu, donc multi-international. J'ai dû recruter des développeurs dans un marché émergent de Belgrade, en Serbie. C'était un gros challenge, mais on a réussi à recruter 60 personnes, 50% des femmes. Donc, c'était un grand défi. Donc, on a eu un focus sur le marque employeur. On était très engagés avec les universités, les étudiants. C'était hyper intéressant. Après 5 ans, je suis venue à Paris où j'habite maintenant, à Bagnolet. Mon premier boulot, c'était dans un start-up français qui s'appelait Critizer à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Good Days. Et c'était à l'époque que j'ai été connue. Et c'était hyper intéressant. J'ai connu France Digital à l'époque, 50 Tech, tout l'écosystème. Mais après, je suis passée en Chief People Officer chez Scaleway. Donc, c'est peut-être l'expérience la plus intéressante parce que 3 ans de hyper croissance et à une équipe de 23 personnes, c'était vraiment un autre niveau de challenge pour moi. Je n'avais jamais managé quelqu'un, mais ils ont eu confiance en moi et j'ai lancé le truc et c'était super bien. On a monté à 600 personnes. On était 250 quand je suis venue chez Scaleway et on a maintenu les scores Glassdoor très haut, donc 4,7, 4,8, donc tout pendant toute l'hypercroissance. C'était une création de poste quand tu es arrivée? Non, il y avait un DRH, mais elle était si épuisée, elle était vraiment en burn-out. Elle a jamais voulu être DRH, mais comme on va voir après, je crois, dans les scale-up, on a la tendance de donner les promotions et les postes seniors de manager à nos potes et en pensant qu'on donne confiance et que c'est un geste important, que ça va fidéliser la personne, c'est super bien, mais ils pensent pas toujours à demander vraiment à la personne, est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'elle avait envie d'être un manager, de se mettre en avance, de diriger une équipe de 15, 20 personnes. C'était pas du tout dans sa caractère et elle m'a dit la même chose. C'était trop pour elle. Elle a jamais demandé ça. Donc, elle a resté quand je suis arrivée et elle est devenue HRBP. Elle est très contente toujours. Donc. Et donc ensuite, tu es allée dans un nouveau challenge, on va dire? Ah ouais. Donc, un peu avec le tech reset du moment, les priorités dans la boîte ont changé. La direction a complètement changé. Même le produit a commencé à changer. Et la culture d'entreprise et la vision du nouveau CEO était vraiment différente de la mienne. Donc, j'ai décidé de changer. Je voulais juste avoir un peu d'air, pas prendre une pause, mais essayer un peu autre chose. Je me suis dit: «Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être la chef devant tout le monde? Est-ce que
ça me donne un boost d'ego ou est-ce que c'est quelque chose que j'aime vraiment? Et donc, j'ai dit, je vais passer à individual contributor et basculer dans le consultant. Toujours dans les RH? Presque. En fait, Reactive, c'est une boîte qui spécialise dans l'agilité d'entreprise. D'habitude, quand on parle d'agilité, on parle de tech, produits, mais pour avoir une vraie transformation digitale, une vraie transformation en agile, il faut vraiment avoir tous les départements partenants et participants. Et d'habitude, c'est RH le dernier à être invité à la fête agile. Et donc, ils se sentent un peu laissés à part. Et je trouve que ça casse un peu la confiance entre RH et la population que RH est là pour servir. Donc, les techs, les produits et tout le monde. Donc, moi, je viens avec nos coachs agiles et j'interviens avec le DRH, mais aussi dans le CODIR COMEX pour un peu expliquer que vous êtes un CODIR, vous avez décidé de faire une transformation digitale en agile, vous avez investi beaucoup, mais est-ce que vous-même, vous êtes agile? Et la réponse est souvent pas du tout. On ne connaît pas du tout l'agilité. On se pose la question pourquoi on a fait un investissement si large avec les équipes quand même les leaders ils sont pas on board. Et donc c'est du coaching, coaching en agilité, et juste parler la même langue que les dirigeants et les RH et pas être un coach classique qui peut-être peut s'éloigner aux fonctions RH parce qu'ils connaissent pas exactement leur monde et leur vie au travail. Ils parlent que agile, donc c'est un peu culturel. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Alors écoute, dans cet épisode, on va plutôt parler de stratégie RH, parce que c'est pour avoir échangé avec toi avant, pour préparer cet épisode, beh, c'est un sujet que tu aimes bien, que tu apprécies et que je pense que tu as l'expérience aussi pour partager un peu tes tips, tes recommandations. Alors déjà, selon toi, comment les RH peuvent être stratégiques? Je trouve que le fondateur ou les dirigeants de la boîte doivent être convaincus que RH comme fonction, c'est beaucoup plus que administration du personnel et droit du travail. C'est une influence sur la culture de l'entreprise. Et s'il n'y a pas une vraie culture d'entreprise, la boîte va avoir beaucoup de problèmes. C'est soit dans le recrutement, s'il n'y a pas de marque employeur, soit dans la rétention, si les salariés ne se sont pas fidèles, ne se sont pas engagés au travail, la productivité va souffrir. Ils vont perdre juste les personnes et c'est un gros investissement perdu. Parce que pour recruter quelqu'un, ça fait 3 mois au moins de temps de travail des recruteurs. Il faut après faire du onboarding, ça va être 3 mois. Donc, pour être performant, on va attendre encore 2 mois peut-être. Et donc, en tout, c'est 6 mois de travail, soit des collaborateurs à l'intérieur en RH, managers qui vont former et coacher, et le collaborateur qui vient d'être embauché, 6 mois de salaire de 5 personnes. Et après, si la personne part avant un an, c'est juste complètement perdu. Donc, avoir vraiment la compréhension que RH, c'est une fonction qui comprenne vraiment les enjeux des salariés et en même temps les enjeux de la boîte. Et c'est vraiment là pour être un équilibre, pour écouter tout le monde et donner des recommandations pour prendre des bonnes décisions. Je trouve qu'il faut vraiment, dans le processus de recrutement, si on est RH et on rejoint une boîte, il faut vraiment poser les questions dures. Qu'est-ce que c'est votre vision sur RH? Qu'est-ce que sont les priorités pour vous en RH? Comment c'est la culture d'entreprise? Est-ce que c'est important pour vous la culture d'entreprise? Et si ça ne matche pas, n'hésitez pas de dire non merci parce que le travail va être trop dur pour convaincre quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même mindset. Et justement, quelle doit être la posture du ou de la DRH, voilà, pour être stratégique? Le DRH ou le RH, pour moi, c'est un peu le gardien de la culture d'entreprise. Donc, c'est lui ou elle qui a presque un playbook. Donc, pour toutes les décisions, il doit ou elle doit challenger les fondateurs, les coudires et dire est-ce que cette décision, c'est en ligne avec la culture qu'on a définie ensemble en entreprise?
chaque fois, juste comme ça, juste poser des questions. Parce que sinon, on reste en silence, on dit rien, on n'est pas d'accord, on sait que c'est pas exactement juste, mais on dit, bon, c'est lui ou elle la chef, je vais suivre, mon rôle, c'est juste obéir. Mais pour être stratégique, il faut s'exprimer et il faut poser des questions. Et donc, justement, quelles erreurs as-tu vues par les founders, justement? Parce que tu m'as dit que tu avais vu pas mal de choses enfin, après, voilà, on nomme personne, mais c'est, dans ton expérience ou les choses à éviter? J'ai vu que les fondateurs, spécialement quand ils sont un peu, avec un peu moins d'expérience, ils ont envie de recruter les meilleurs talents. Donc, ils disent ça tout le temps: «Je veux les meilleurs talents» et donc on peut demander qu'est-ce que ça veut dire, le meilleur talent? Et pour eux, souvent, c'est cette école-là, expérience en cette boîte-là et l'autre boîte comme ça. Donc, si détaillé et précis que ça va vraiment éviter tous les vrais talents. D'abord, c'est impossible de trouver parce qu'il y a encore une centaine de startups qui cherchent le même profil, par exemple en sales, c'est souvent comme ça. Après, ils vont être complètement homogènes. Et ça, c'est pas intéressant pour les autres collaborateurs. Aujourd'hui, on a envie de travailler dans la diversité et l'inclusion. On a envie d'apprendre des autres, les personnes qui ont étudié ailleurs, pas que à la meilleure école de la France, qui ont fait plusieurs métiers avant de faire vente ou avant de travailler dans une start-up pour apprendre. Parce que avec les profils si ciblés, on va avoir vraiment un groupe de personnes complètement homogène. Donc, c'est juste pas intéressant pour les autres collaborateurs. L'idée, c'est d'avoir une croissance dans la boîte. Donc, on rejoint une start-up parce qu'on a envie d'apprendre et voir autre chose, pas de voir que nos collègues de l'école avant. Donc, ça, c'était une erreur d'avoir une idée des profils trop ciblés et trop homogènes et de ne pas considérer les talents avec potentiel et les talents divers. L'autre, je crois, c'est l'erreur, c'est de donner les titres de manager et C-level à nos potes parce qu'ils étaient là au tout début et ils ont construit la boîte avec nous, c'est un start-up, l'aventure ensemble et tout ça. Et donc, on a envie, évidemment, de remercier nos collaborateurs qui ont vraiment mis un effort énorme pour agrandir la boîte. Mais il faut aussi poser la question, est-ce que cette personne, c'est la bonne personne pour diriger un département? Est-ce que 2 ans d'expérience est assez pour être un CFO ou un COO? Je crois pas. Donc, il faut prendre un peu de recul et dire, il y a des autres moyens pour remercier les personnes. Un titre, c'est pas la seule façon de remercier quelqu'un. Et consulter avec l'RH et dire, j'ai envie de récompenser, avoir reconnaissance aussi pour mon collaborateur, mais j'ai aussi besoin d'un CFO. Et est-ce que tu penses que l'expérience de cette personne sont assez pour devenir un CFO? Est-ce qu'il est prêt? S'il n'est pas prêt, est-ce qu'on peut donner du coaching, du formation? Mais pas juste donner un titre comme ça. Et parce qu'après, l'équipe de leadership va être trop jeune et va manquer d'expérience. Il faut avoir diversité d'expérience aussi. Même les first time managers, je pense que enfin, Oui, l'accompagnement sous différentes formes en fonction des profils, mais je pense que c'est hyper important. hyper important. Chez Skillway, on a mis en place une vraie académie managériale à l'interne. Dès qu'il y avait une personne qui devenait manager, Mais même tous les managers existants. J'ai dit, même si vous avez 5, 6, 7 ans d'expérience, si vous êtes manager ici, il faut avoir le parcours et comprendre nos attentes à l'interne de manager. Parce que peut-être ta définition de manager, c'est complètement différent de la mienne et de la boîte et pour la culture et les valeurs de la boîte. Parce que pour moi, un manager, c'est un coach. C'est vraiment pour former et monter en compétence quelqu'un et en confiance, en confiance les autres, l'équipe, qui vont être mieux que toi un jour. L'idée de manager pour les autres, c'est pas la même chose. Donc, il fallait vraiment mettre en place les règles, expliquer bien les attentes, mettre en place les formations ciblées pour accompagner tout le monde.
Et je trouve que ça, c'est essentiel. Et si c'est tout au début, même, ça va être compliqué de créer complètement une académie, mais au moins définir qu'est-ce que ça veut dire manager, quelles sont nos attentes et comment on va évaluer les compétences d'un manager. Parce que les collaborateurs, ils laissent jamais une mauvaise boîte. Ils laissent un mauvais manager. Parmi les enjeux, actuels, alors il y a un des enjeux, d'expérience donc liés à l'expérience collaborateur, c'est, tout ce qui est, santé mentale, burn-out, ce genre de choses. Tu as le manager qui est un peu au milieu de tout ça. Comment les DRH peuvent soutenir les managers? Parce que, bah, les managers doivent soutenir leurs équipes, mais, si les équipes déjà sont sous pression, comment les DRH peuvent soutenir les managers? Je pense que c'est toujours la formation parce que partie d'être un manager, c'est d'être à l'écoute et aussi de savoir poser les bonnes questions et aussi de savoir quels sont les signes à regarder et un peu les alarmes qu'on peut reconnaître en avance pour pouvoir remonter le problème au RH si besoin et d'intervenir. Donc, c'est la formation parce que c'est quand on est sur les règles et un peu le playbook, qu'est-ce qu'on doit regarder c'est un peu comme être un médecin. Donc, tu vas chez le médecin et ils vont poser 10 questions et si 2 et 4 sont non, c'est un problème et c'est problème A, B ou C et comme ça, ils savent quoi faire. Donc, c'est juste avoir une guide et soutenir les managers comme ça avec formation et coaching. Question plus personnelle, qu'est-ce qui te drive dans le job, ou plutôt, ce qui te drivait avant dans ton job de quand tu étais, chief people officer? Oh, c'est intéressant. Je crois, peut-être au début, c'était le challenge. C'était un peu l'idée que je vais entrer dans cette boîte, connaître 15, 20 personnes qui sont très expérimentées en RH et moi, je savais rien. Je connaissais parce que j'ai travaillé dans le milieu et j'ai appris sur la route. Mais je veux dire les personnes très expérimentées et avec vraiment un diplôme en RH, ils ont étudié ça, donc ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils disent. Et j'avais jamais parlé français au boulot avant ça. Et donc, c'était un peu un peur et challenge en même temps qui m'a un peu inspirée. Est-ce que je suis vraiment capable d'entrer dans la salle et me présenter devant tout le monde en français sans vraiment assez d'expérience dans à mon point de vue? Et je suis réussie et donc j'étais très contente. Donc ce sont des challenges, un peu impossibles qui me drive et aussi de convaincre les gens quand ils voient pas le vision d'ensemble d'un problème, de convaincre, de montrer qu'est-ce que va vraiment être le résultat si on suivre ce parcours-là. De de challenger les décisions des gestionnaires et oui, de convaincre, de faire l'impossible un peu. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup Catherine. Tu es, sur les réseaux sociaux? On peut te suivre sur les réseaux sociaux? Ah oui, bien sûr, c'est sur LinkedIn tout le Ouais. temps. OK, J'écris génial. beaucoup. Merci beaucoup Oui. Catherine. À bientôt. Au Merci à revoir. toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.